y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Le jour de l'inhumation d'Halima Gadji au Sénégal, quelque chose a frappé, sans faire de bruit. Aucune photo du cercueil, aucune image de personnes en larmes, aucune scène filmée au cimetière. Un choix rare à l'ère des réseaux sociaux, surtout pour une personnalité suivie par plus de 2,1 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses du football africain et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Plus troublant encore, toutes ces photos et vidéos ont été retirées de ses comptes officiels. Comme si la nation avait décidé, collectivement, de lui offrir ce que peu de célébrités ont, une dignité totale dans la mort. Un humanisme salué par de nombreux Sénégalais, qui ont préféré le respect au sensationnel, le silence à l'exploitation de la douleur. Ce détail, presque invisible, en dit long. Peu de gens le savent, mais Halima Gadji évoquait elle-même une dépression qui aurait commencé dès l'âge de 11 ans. Une souffrance ancienne, profonde, souvent incomprise. Derrière le sourire, les caméras et le succès, il y avait une enfant devenue femme avec des blessures invisibles, jamais totalement refermées. À plusieurs reprises à la télévision, elle a eu le courage de parler de dépression et de troubles mentaux, un sujet encore tabou dans de nombreuses sociétés africaines. Mais au lieu d'écoute et de compassion, elle a souvent reçu des jugements, des moqueries, parfois même une forme de condamnation sociale. Comme si avouer sa fragilité était une faute. Moi, ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi. Parce qu'à l'école, je me rappelle, quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue. Et c'est devenu mon pire cauchemar. Parce que à travers mon bègue, on m'a fait croire que j'étais pas intelligente, que j'étais bête. Et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi, le prof ne me donnait pas assez de patience. Et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement, Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage. Comme ça, si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça et voir la réaction de ma mère, parce qu'après, à la maison, tout le monde était fâché contre moi. Ma mère était en larmes, elle me disait, regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative d'aller prendre tous les médicaments et je voulais tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et puis je me suis réveillée à 7 heures, ma mère me réveille pour aller à l'école et j'ai cru qu'elle aussi était morte et qu'on était tous les deux en enfer. Et tu devais encore aller à l'école, dans l'école d'enfer. Voilà. Et voilà, encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructif. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. Voilà, je me faisais beaucoup de mal. Son rôle dans la série « Maîtresse d'un homme marié » a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Le personnage de Marième Dial a fasciné, choqué, fait débattre. Mais très vite, la frontière entre la fiction et la réalité s'est brouillée, et Halima a été jugée comme si elle était son personnage. Elle a été critiquée, insultée, parfois même condamnée moralement, pour un rôle qu'elle incarnait avec talent. Cette pression sociale, ajoutée à une fragilité psychologique déjà existante, a pesé lourd. Être adulé le jour, attaqué le soir, est une violence silencieuse que peu de gens mesurent réellement. Moi, par rapport à la maladie mentale, c'est quelque chose à laquelle je suis confrontée depuis bas âge. Depuis à l'âge de 11 ans, je suis dépressif chronique. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai aussi rencontré plein de gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies mentales comme
l'anxiété, comme la bipolarité, comme plein d'autres maladies mentales. Ça touche tout le monde. C'est un sujet tabou en Afrique et les gens ont peur d'en parler juste parce qu'on les pointe du doigt. Plusieurs fois, surtout à ma dernière dépression, j'en ai parlé publiquement et sur les réseaux sociaux, les gens ne m'ont pas pardonné. Les gens m'ont traité de faible. Ils ont dit que j'utilisais ça pour attirer l'attention ou la pitié envers moi, alors que je voulais juste parler de mon expérience et sensibiliser les gens qui eux aussi traversent des moments durs et qui sont en dépression. Parce que souvent, on peut être en dépression et ne pas le savoir. Donc, il y a plein de signes qui prouvent que vous êtes en dépression et que vous devez aller vous faire soigner. Je me suis sentie comme rejetée par la société, jugée, et j'ai eu honte de moi. Je me suis dit, est-ce que c'était bien d'en parler? Parce que les gens me disaient, on te préfère en poupée Barbie que de parler des choses sensibles. Sur les réseaux sociaux, quand j'ai parlé de la maladie mentale, les gens me disaient, sois belle et tais-toi. Ouais, je me suis sentie coupée du monde et comme si j'étais une marionnette pour les autres, quoi. J'ai reçu beaucoup de soutien aussi, des gens qui m'ont envoyé des messages en DM, mais aussi j'ai reçu beaucoup de messages venant des psychologues, des psychiatres, qui me disaient que c'était fort de ma part d'en parler, surtout pour un personnage public. C'est devenu mon combat de tous les jours. Au début, ils n'étaient pas d'accord que j'en parle publiquement. Quand j'en ai parlé, ça les a fait mal au début, mais après, ils m'ont beaucoup soutenue et ils me protègent encore plus aujourd'hui. Et seuls les médecins pouvaient me dire comment faire pour me sentir bien et comment éviter de tomber aussi dans le piège des médicaments ou des traitements qui pourront aussi vous faire mal. 6 jours avant l'annonce de sa disparition, Halima apparaissait souriante à Paris, pleine de projets. Elle venait même de publier un appel à candidature pour la saison 2 de Nouvelle Reine sur Canal+ Afrique, un message lumineux, porteur d'espoir et d'ambition pour les jeunes femmes africaines. Puis la nouvelle tombe, Halima Gadji s'éteint en France à l'âge de 37 ans. Les circonstances exactes ne sont pas détaillées, évoquant simplement un malaise. Ce contraste brutal entre ses derniers messages publics et son départ soudain a profondément choqué le public, laissant place à de nombreuses interrogations, sans réponse officielle. Les hommages ont afflué. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme du Sénégal a salué une femme engagée, passionnée et profondément attachée aux valeurs culturelles et humaines de son pays. Halima laisse derrière elle une empreinte forte dans le paysage audiovisuel africain. Mais au-delà de l'actrice, son histoire nous oblige à réfléchir. On m'a tellement harcelé par rapport à mon bègue et par rapport à ma dyslexie que c'est justement ça qui a créé ma maladie mentale. Mais je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Tu vois, non? Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022?
J'ai fait une grosse dépression. Le médecin a dit aussi que c'était un burn-out, mais je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. Je m'en suis rendu compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, et moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, damn, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie. Et voilà. Sur la santé mentale, sur la violence des jugements publics, sur la solitude derrière la célébrité. Ce que personne n'a remarqué à ses funérailles, ce silence respectueux, est peut-être le message le plus fort. Il est temps d'apprendre à écouter avant qu'il ne soit trop tard. Alors dites-moi en commentaire. Pensez-vous que la société protège vraiment ses artistes? Et surtout, faisons de cette histoire un rappel. La réussite n'annule pas la souffrance.